Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. En choisissant d'aller où personne ne va, vous êtes devenu un pionnier de l'aventure sportive. Vous avez organisé des tours, mais aussi des détours pour éviter de drôles de pistolets. Bonjour Gérard Fusy. Bonjour Jacques. J'allais pas la rater celle-là. Alors Gérard Fusy, vous êtes journaliste, vous êtes aussi un aventurier et on va en parler. Vous sortez un livre, Aller où personne ne va, du journalisme à l'aventure aux éditions d'Acre. Et ce livre raconte un parcours qu'on va évoquer à travers des dates clés, puisque c'est le principe des clés d'une vie. Vous avez fait de la radio, on vous connaît à travers d'autres événements, et on va mieux vous découvrir, d'accord? Ah bah écoutez, avec plaisir. Alors, première date que j'ai trouvée, elle ne vous concerne pas directement, mais elle est importante dans votre parcours, c'est le 17 octobre 1940. Vous n'êtes pas né, mais c'est le début de la publication de la 9e aventure de Tintin dans le Soir Jeunesse, qui s'appelle Le Crabe aux pinces d'or. Et c'est cette bande dessinée avec le capitaine Haddock qui arrive pour la première fois, c'est important dans votre parcours. C'était un peu l'éveil du petit garçon que j'étais au désir d'aventure, quoi, en fait. Hein. Et donc, Tintin, pendant de nombreuses années, c'était non pas mon héros, mais c'était quelqu'un qui me plaisait et qui me donnait envie de partir, de voyager, d'aller un peu ailleurs, de m'éloigner de ma petite ville natale de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais, où j'avais l'impression que je devais pas passer ma vie, quoi, en fait. Alors, il faut savoir que le capitaine Haddock était là pour une planche au départ, puis ça a marché, et finalement, il a donné à Tintin une humanité qui manquait, et c'est comme ça qu'il est resté jusqu'à la fin. Alors, Saint-Omer, justement, c'est dans le Pas-de-Calais. Il y a une célébrité locale qui est Germaine Acrement, qui avait écrit un livre sur la vie provinciale. C'était Les Dames au chapeau vert. Qui a été un immense succès. Oui, énorme. Et il y a aussi à Saint-Omer une bibliothèque, je ne sais pas si vous le savez, qui possède une salle du patrimoine, Gérard Fusy, où il y a parmi les documents rares le premier tome de la Bible de Gutenberg, qui est le premier livre imprimé en Europe. Voilà, j'apprends déjà quelque chose avec Jacques. Alors, vous rêvez à l'époque de liberté, ce qui est très bien, mais surtout vous avez failli ne jamais naître, Gérard Fusy, parce que votre père voulait être curé. Ah oui, absolument, oui, c'était sa vocation. Et comme il a donc été au petit séminaire, et puis il voulait être effectivement prêtre, et mais mes grands-parents avaient une petite affaire et ils avaient 10 enfants, et il y a eu des banquiers qui ont fait faillite, et mon père a quitté le petit séminaire en terminale. Bon, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, hein. pour aider ses parents à élever ses frères et sœurs. Voilà. Et vous auriez pu devenir prêtre parce qu'il voulait, votre père. Oui, alors ça, il fallait qu'il y ait absolument un prêtre par génération. Oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles je travaillais le plus mal possible en latin. Voilà, c'était une bonne raison. Alors justement, le collège, c'est le collège Saint-Bertin à l'école, où vous êtes un enfant naïf, Gérard Fusy, et vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Je ne vois pas tout ce qui se passe. Donc, alors oui, il y a effectivement ces petites histoires qui sont sorties beaucoup plus tard. Oui. On voyait le petit chouchou qui était emmené chez son directeur de conscience, puisque les directeurs de conscience prêtres avaient effectivement le droit de faire de faire l'éveil à la bonne conscience de leurs élèves dans leur chambre. Oui, c'est ça. Et on voyait pas ce qui se passait, non. On se disait tiens, le chouchou, etc. Et en fait, on a su plus tard qu'il y avait eu des histoires, de grosses histoires, puisqu'il y a un des prêtres qui a ensuite été condamné. Ouais. Ce que je ne savais pas non plus, je l'ai appris beaucoup plus tard, c'est que Pétain a fait ses études à Saint-Bertin. On n'en parlait pas, c'était l'omerta. Or, Philippe Pétain a fait ses études à Saint-Bertin. Ils n'en étaient pas fiers. Je l'ai su beaucoup plus tard parce que j'ai été invité par les anciens qui ont organisé une fête pour que je leur raconte un peu mes histoires et ma vie. Et alors, ils m'ont offert des livres. Et dans ces livres, j'ai appris donc que Pétain avait été un homme, un Bertinois, comme on disait. Alors, vous rêvez à l'époque déjà de journalisme, Gérard Fusy. Ça vous a fasciné depuis l'enfance. Oui, alors ça c'est vrai. Et en fait, je pense que quand même, j'y réfléchis après. L'éveil, ça a été une série d'articles dans La Voix du Nord qui parlaient d'une catastrophe minière et qui racontait par le détail tout ce qui s'était passé dans les mines avec des chevaux qui étaient morts par le coup de grisou et qui avaient permis d'alimenter les gens qui étaient bloqués sous la mine, etc. C'était fantastique, super vu ça. Et ça, je me suis dit, ça c'est vraiment hyper intéressant. On voit, il y a de l'humanité, il y a des histoires. Et puis, il y a un vrai travail d'enquête et de reportage. Mais je devais avoir 13-14 ans, même pas. D'où l'idée ensuite d'intégrer une école de journalisme. Alors Lille, c'est pas loin de chez vous. Oui. Malheureusement, vous n'êtes pas reçu. Oui, j'ai pas été reçu à Lille. Mais en fait, j'étais très jeune, j'avais juste le bac. Hein, et en fait, ils m'ont autorisé à revenir l'année suivante parce que j'avais bien réussi les tests. Mais je manquais de culture de l'actualité. Oui, aujourd'hui, vous seriez au premier tour élu directement avec le manque de culture. J'espère. Je pense qu'effectivement, un journaliste, il se cultive durant toute sa vie. Si c'est un bon journaliste, c'est un vrai
journaliste. Donc, effectivement, ça irait, je pense. Et finalement, à Paris, vous êtes reçu en revanche. Oui, alors à Paris, pendant tout l'été, j'ai lu Le Monde tous les jours. J'étais incollable sur les chefs d'État africains. Donc pendant 2 mois, juillet, août, j'ai pas arrêté. Et quand je suis arrivé à Paris, là, j'avais une bonne culture journalistique, de l'actualité en tout cas. Donc vous entrez à l'école de journalisme de Paris, où vous êtes déçu parce que finalement les professeurs, ce sont des journalistes ratés. Oui, enfin, je veux pas non plus généraliser. Il y avait un de mes professeurs qui était aux informations catholiques internationales, José de Beaucaire, qui était un bon professeur. Mais il y avait pas mal de gens qui, effectivement, n'avaient pas une énorme expérience journalistique, en fait. Hein. Et puis aussi, qui avaient des caractères qui ressemblaient pas à ce que je pensais devoir trouver dans une école comme celle-là. Il y avait aussi des gens fantastiques, comme François Furet et Jacques Ozouf, hein, en histoire, etc. Mais eux, ils étaient des intervenants, quoi, en fait. Les vrais professeurs de base, c'était pas vraiment ma tasse de thé, c'était pas ce que j'espérais. Ça manquait un petit peu de dynamisme et de romantisme même, je dirais. Parce qu'il y a le romantisme du journalisme qu'il faut jamais oublier. Ouais, et quand on sait que dans cette école, Philippe Bouvard a été viré au bout de 6 mois en disant ne réussira jamais dans le journalisme, on peut s'inquiéter. Écoutez, moi, en fait, il y avait un prof qui était Bernard Voyenne. Il y avait 2 profs principaux. Il y avait mon prof, José de Brucker, et puis Bernard Voyenne, qui était le prof de la moitié de la classe, quoi, je dirais. Et lui, j'étais très mal avec lui. Il m'a mis 0,5 partout quand il a corrigé les copies parce qu'ils avaient inversé les copies de leurs élèves. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que vous n'avez pas été curé, mais vous êtes allé à Metz parce que vous êtes devenu secrétaire de rédaction adjoint du Républicain Lorrain. C'était votre premier travail, Gérard Fusy. Oui, c'est vrai, oui. En fait, j'étais parti pour de bonnes vacances. J'avais trouvé un job d'été de disque jockey au Touquet. Et je reçois un coup de fil fin juin de Madame Richer, qui était la directrice du centre de formation des journalistes, qui me dit: Gérard Fusy, j'ai pour vous une place, si vous voulez, au Républicain Lorrain. Et là, je me suis parti à Metz au lieu de passer mes vacances au Touquet en tant que disque jockey. C'était un choix, mais j'ai fait le choix. Je pense que c'était le bon choix et je suis arrivé à Metz. Et alors, on ne sait pas aujourd'hui ce que représentait être secrétaire de rédaction adjoint parce qu'il n'y avait pas le téléphone portable, il n'y avait pas de mail. Les articles arrivaient par train et par porteur. On appelait ça les hors-sacs. C'est-à-dire que les correspondants, parce qu'en fait, j'étais secrétaire d'édition, c'est-à-dire que je relisais la copie et je la mettais en page, la copie des journalistes de différentes villes autour de Metz, quoi, en fait. Hein. Et donc, moi, je m'occupais de la Nancy-Meuse, ça s'appelait. Oui. Et en fait, effectivement, les pellicules et les papiers arrivaient par hors-sac. Ils étaient confiés à un chef de train et qui était amené à la gare. À la gare, on allait les chercher, etc. Il y avait ça et les téléx aussi. Oui, et il y avait aussi des coquilles dans les journaux. Ça, vous en racontez certaines dans votre livre qui sont assez étonnantes. Oui, alors, vous savez que, d'abord, les coquilles, d'où ça vient? Bon, je vous le raconte, bien sûr. Hein, bon. Un jour, il y a un journaliste qui prenait sa retraite, un journaliste de l'Est républicain, et il y avait eu des coquilles, des fautes de typographie, en fait, hein, dans ses papiers, et il avait décidé de les rassembler. Et il a appelé son papier « Mes coquilles ». Oui. Et astucieusement, le typo qui faisait la mise en page, il enlevait le cul de « Mes coquilles ». Oui. Et voilà donc comment on explique l'origine de l'appellation coquille pour les erreurs qui sont faites en typographie. On en a tous vu. Quelqu'un a dit un jour, un journal sans coquille n'est pas un journal. Un jour, je fais un article sur Charles Trenet quand il est candidat à l'Académie, que je titre une fleur bleue chez les habits verts. Et dans le journal, il y a eu une peur bleue chez les habits verts. Ce qui était assez étonnant. Alors, à l'époque, vous rencontrez aussi quelqu'un, un peu plus tard, qui va compter dans votre vie, et quelqu'un qui est un champion extraordinaire. Écoutez. Moi, aujourd'hui, ça me satisfait parce que je vais pouvoir reconnaître le parcours tranquillement, mais maintenant un départ du Tour, ça me satisfait pas tellement parce que je suis pour les étapes contre la montre, mais pas quand même le premier jour du Tour, et je suis pour les étapes quand même au minimum 25 à 30 km. Ah, Jacques Anquetil, oui. Alors, il faut savoir que quand je suis entré à Europe, alors ça c'était déjà, j'étais à Europe, et en fait, moi je connaissais vraiment rien au sport, quoi, en fait. C'était pas ma tasse de thé, j'étais plus branché sur l'économie, la politique. Et en fait, à Europe, on faisait n'importe quoi. Jeune journaliste, jeune reporter, il fallait être envoyé sur tout. Et je me suis dit, le vrai symbole du reportage, le direct, c'est le Tour de France. Donc, je me suis porté volontaire pour faire le Tour de France comme la 4e roue du carrosse, puisque les grandes roues, eh bien, c'était Robert Chapat, André Dumas, Eugène Sacomano et Jacques Anquetil comme intervenants. Et Jacques Anquetil, vous avez dîné un soir avec lui et il vous a fait une révélation parce qu'on a toujours parlé du doping et du dopage de Jacques Anquetil. Qui pas ça du tout et ça, personne ne l'a dit. Je le vois dans votre livre, Gérard Fusy. Oui, alors Jacques, lui, bon, d'abord, c'était la première chose qui m'a surprise, c'est qu'il m'a dit on va dîner ensemble parce que j'en ai marre de parler vélo avec Robert Chapat. Bon, et donc on est allé, on a parlé
agriculture. Et, bon. Et ensuite, il n'a pas fait énormément de confidences, mais quelques confidences quand même. Et sur le dopage, il y a une histoire fantastique, c'est qu'il y avait dans les derniers kilomètres un complice qui tenait une bouteille de bière brune avec du sucre. Et ils avaient décidé de la façon de se repérer. Et en passant, il attrapait la bouteille. Et en fait, le peu d'alcool dans la bière, enfin un petit peu d'alcool quand même, la bière brune qui est très nourrissante et le sucre qui a un effet rapide, ça faisait que pour le sprint, il était prêt. Quoi. Alors qu'à l'époque, on parlait pas de dopage et c'est pas du tout du dopage, c'est autre chose. Mais oui, mais c'est important de le rétablir parce que au moins on met fin à une légende. Et puis vous avez aussi assuré la relève de Michel Denisot qui débutait. Ah oui, alors ça m'a agacé ça parce qu'en fait, je suis arrivé à Poitiers, donc j'étais embauché à la France 3 locale de l'époque, à Poitiers, et donc j'étais hyper heureux, j'avais passé un petit concours, je sais plus comment j'étais arrivé là-bas, et j'arrive, et on me dit, il y a Michel Denisot qui vient de partir. Michel Denisot, il avait donc passé 1 an ou 2 ans à Poitiers, et c'était le modèle absolu. On n'arrêtait pas de me dire, Denisot, il est bon en présentateur, machin. Le reportage de Michel Denisot. Et je me disais, mais quand même, ce Michel Denisot, que je ne connais pas, que je ne connais toujours pas, d'ailleurs. C'est marrant, dans ma carrière, je ne l'ai jamais rencontré. On me parlait de lui. Je disais, bon, arrêtons maintenant. Je suis pas Michel Denisot. Dommage peut-être, mais je ne le suis pas et je ne le serai jamais. Et vous êtes Gérard Fusy. On va continuer à parler de vous et de votre carrière avec une autre date, le 31 juillet 1980. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Fusy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Fusy, ce livre du journalisme à l'aventure, aller où personne ne va, aux éditions d'Acre. Donc on a parlé de vos débuts de journaliste, mais en même temps vous avez une autre passion, l'aventure, et il y a une date qui est importante pour vous, c'est le 31 juillet 1980. Écoutez cette voix. Oh, ça me fait sourire, parce que je pense pas du tout que j'ai un caractère de solitaire. C'est une réputation, ça qu'on m'a fait. Éric Tabarly, qui ce jour-là bat le record de la traversée de l'Atlantique après 2 jours de suspense. Et vous êtes là. C'est une date historique dans l'histoire de la mer. Et vous avez suivi ce record, Gérard Fusy. Oui, d'une part, c'était intéressant parce qu'à l'époque, ce record, il était vieux, il datait de 1917, donc c'était extraordinaire de le battre ainsi. Et puis, surtout, c'était les moyens de l'époque qui étaient vraiment phénoménaux, quoi. En fait, c'était la radio. C'est-à-dire que Europe mettait à ma disposition un avion pour aller survoler Tabarly. J'avais avec moi un technicien. Je louais un bateau dans un port à Penzance, un port d'Angleterre, pour aller à sa rencontre. L'avion d'Europe faisait le relais pour qu'on fasse du direct. C'était pas le téléphone portable, etc. Et donc, on avait des moyens fantastiques. Et Tabarly, on était les seuls à faire ça, hein, évidemment. C'était, on dirait aujourd'hui une niche, mais pas tellement, parce que ça faisait tellement rêver l'aventure. Oui, mais Tabarly, on en parlait peu, c'était une élite qui le suivait. C'est vrai. Tabarly, il avait déjà battu les Anglais dans une transat, donc effectivement, c'était un héros, puisqu'il avait battu, non seulement gagné, mais battu les Anglais. Mais en même temps, ce record de l'Atlantique, c'était quelque chose qu'il fallait suivre, parce qu'il était attendu, il avait été tenté plusieurs fois, etc. Et en fait, ça a été phénoménal. Ça a été un truc énorme. La France entière s'est passionnée pour cette traversée en record. Et je sais que Tabarly se fichait complètement de son record. Et le plus dur, c'était de le faire parler, Gérard Fusy. Oui, alors ça, Tabarly, pour le faire parler, il fallait que ce soit sur des choses concrètes. Lui faire raconter une histoire bien précise, lui parler de son bateau, des éléments de son bateau, etc. Et je dois dire qu'il y a eu des journalistes qui avaient des surprises parce que quand la question ne l'inspirait pas, eh bien, il disait tout simplement rien. C'était pas facile. Et il y a un film qui est sorti 10 ans après sa mort de Pierre Marcel, où Tabarly se raconte, il a réussi à trouver des extraits et à faire un film où Tabarly raconte sa carrière. Oui. Alors, il faut savoir que Tabarly, à table, si on le faisait parler, si on le faisait raconter à la guerre d'Indochine, par exemple, il avait été aviateur sur la guerre d'Indochine. Il était passionnant, il racontait bien, il était drôle. C'est ça qu'il adorait rire. Il adorait les gens qui le faisaient rire, hein, Tabarly. Et donc, c'est pas du tout l'image qu'on en a, en fait. Mais c'était une image intime. Alors, il se trouve que le monde de la mer, vous l'avez découvert, jeune journaliste. Bon, au départ, quand on arrive à la radio, à cette époque-là, on fait les reportages à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Puis un jour, on vous a proposé, Gérard Fusy, de faire un reportage où la mer était présente. Alors là, c'était ma grande chance. Je dois dire que au service des sports d'Europe 1, il n'y avait pas un seul journaliste qui était sportif. Ils connaissaient bien le sport, mais ils n'étaient pas sportifs. Et donc un jour, il y a Philippe Gildas, il y a Jean-Claude Dacier qui m'appelle dans son bureau. Il me dit « Qu'est-ce que tu fais pendant tes vacances ?»
Oh, je lui dis, avec ce que je gagne ici, je peux pas faire grand-chose. Il me dit, ah oui, et est-ce que tu sais faire du bateau? J'ai senti qu'il fallait que je dise oui. J'étais monté 1 ou 2 fois sur un voilier, bon, très bien. Et il me dit, ouais, parce qu'il y a des mecs là qui veulent tenter le record de l'Atlantique. Il faut que tu vois ça avec Gildas, parce que Philippe Gildas était un amoureux de la mer, un marin lui-même, etc. Je vais voir Gildas et il me dit, voilà, bon ben il faut que tu ailles là-bas, tu partiras, ce sera sur tes vacances, hein, bien sûr, sauf si vous battez le record. Ouais. Et puis tu traverses l'Atlantique. Et là, surtout, faut que ce soit la voix lointaine. C'est, je suis sur le bateau au milieu de l'Atlantique. Il y a des geysers autour du bateau. C'est un truc énorme. Et en fait, je suis donc parti comme ça pour faire ce reportage qui a été décisif parce que je suis rentré ça s'était bien passé. Et quand je suis rentré de là, j'étais considéré comme un journaliste aventurier. Oui, mais même être sur un bateau quand on n'a jamais fait de bateau, tenter une traversée de l'Atlantique, car c'était ça, oui. avec Marc Pajot. Après, Marc Pajot, donc mon chef de quart sur cette première expérience, c'était Marc Pajot. Effectivement, je me suis pas trop mal débrouillé, puisqu'ensuite, il m'a proposé de partir avec lui sur son catamaran. Et là, on n'était que 4. C'était le catamaran le plus rapide du monde. C'était un Elf Aquitaine. Et là, on a battu le record, alors en 81. On est parti le jour de la fête nationale américaine, on est arrivé le jour de la fête nationale française. Mais là aussi, vous prenez des risques, parce que c'est pas évident sur un bateau, surtout quand on n'est pas forcément un marin de formation. Alors là, je dois avouer qu'il y a une question de tempérament. Moi, j'aimais foncer, traverser l'Atlantique quand j'étais petit, que j'allais voir, de Saint-Omer, j'allais à Calais et que je regardais les cargos. C'était mon rêve de traverser l'océan. Et là, j'aurais fait n'importe quoi pour réaliser ce rêve. Et je l'ai fait dans les meilleures conditions, parce qu'au lieu de le faire sur un cargo, je l'ai fait sur un super voilier, quoi, en fait. Marc Pajot se consacre aujourd'hui à la vente de yachts, je crois. Oui. Mais il a fait la route du Rhum, qu'il a gagnée. Et la route du Rhum, vous l'avez bien connue aussi, à un moment où ce n'était pas encore considéré comme quelque chose de très populaire, Gérard Fusy. C'est vrai, c'était les débuts de la course au large. Et maintenant, on parle de l'époque des légendes. Parce que cette époque, c'était Mike Birch, c'était Florence Artaud. Qui débutait, Alain Colas. Voilà, Alain Colas qui a disparu sur la première route du Rhum, effectivement. Et ça, je dois dire que dans une radio comme Europe, il y avait à la fois un journaliste, moi-même, qui était passionné, mais il y avait aussi des patrons comme Philippe Gildas, qui comprenait l'intérêt que ça pouvait avoir et qui donc permettait qu'on fasse ces reportages. Et il y avait des gens comme Jean-Claude Dacier qui étaient dubitatifs toujours, mais qui finissaient quand même toujours par aller de l'avant, quoi. C'était une époque où il y avait des vrais patrons de presse. Oui, et en même temps, vous avez découvert un monde de courage et de fraternité et de passion, parce que Florence Artaud, Alain Colas et même Kersozon qui débutait, c'était la fraternité totale, Gérard Fusy. Ah, complètement. Entre eux, d'abord, c'était une espèce de mafia de marins, à la fois une mafia, c'est pas le bon mot, mais ils s'entendaient très bien entre eux, ils se serraient les coudes, ils se protégeaient les uns les autres, c'était assez beau à voir. Et ils s'entraidaient. Il y avait une concurrence hyper loyale, quoi, en fait, à cette époque-là. Et puis, vous avez connu aussi Eugène Riquidel, oui. Et vous avez fait la Transat en double. Alors, avec Eugène, j'ai emmené avec lui son bateau de la Trinité-sur-Mer, donc dans le sud de Morbihan, sud de Bretagne, au départ de la Transat anglaise. Et effectivement, il m'a dit, est-ce que tu veux venir avec moi? Moi, ça m'intéressait parce que, lui, ça l'intéressait parce qu'en même temps, je faisais des choses en direct sur Europe. Moi, ça m'intéressait parce que naviguer avec lui sur son bateau qui s'appelait VSD, oui. C'était formidable. Et on est partis en Angleterre tous les deux. Effectivement, et lui, il était tellement épuisé que je me retrouvais seul sur le bateau et que quand c'était un peu délicat, j'arrivais pas à le réveiller. Et puis surtout, vous avez interviewé un personnage de légende qui est le Baron Bic, Gérard Fusy. Ah oui. Alors, le Baron Bic, il était pas inabordable, mais il était dans son coin. Il répondait pas, il voulait pas d'interview, etc. C'était le plus grand sponsor et marin du monde. Le Baron Bic, c'était un type formidable parce que, d'abord, sur le plan industriel, c'est quand même lui qui a lancé les stylos Bic, ensuite les rasoirs. Et en prenant une petite entreprise de papeterie, il a racheté une licence qui était de 38 et il a inventé le Bic Cristal. Et on a vendu 100 milliards d'exemplaires. Oui, et vous savez, en ce moment, on parle beaucoup des stylos 4 couleurs, c'est les Bic 4 couleurs. Oui. En ce moment, les écoliers se les arrachent, paraît-il. Mais le Baron Bic, lui, donc, c'était quelqu'un qui était allé aux États-Unis et qui il s'était lancé dans la Coupe de l'Amérique avec des bateaux qu'il appelait France, France 2, France 3. Et le Baron Bic, lui, là-bas aux États-Unis, il était considéré comme quelqu'un qui avait énormément d'audace, mais qui n'avait pas de réussite, parce que c'est vrai qu'il gagnait pas. Et il y avait j'ai vu là-bas, dans le New Yorker, une superbe une, où il y avait le Baron Bic dans son costume de flanelle blanche, avec la casquette de flanelle blanche également, le visage un peu rouge par la mer, une belle une. Et alors le nom, c'était... Le titre du New Yorker, c'était The Magnificent Loser, ouais. le perdant magnifique.
Je trouve que Mais il a quand même gagné la Coupe de l'América. Et il a représenté la France très bien. Il avait gagné une course ce jour où je suis arrivé sur le ponton. Et c'est comme ça, il était tellement heureux qu'il s'est lâché. Et j'ai pu faire une interview. Difficile. Ah, très difficile. Parce qu'il y avait tellement de distance entre les mots que vous qui connaissez la technique, eh bien, il fallait rapprocher les mots, donc couper la bande, les blancs entre-temps, pour faire quelque chose d'écoutable. Autrement, c'était inécoutable. Et puis, en parlant de mer, vous avez vécu un moment tragique pour l'histoire et pour la pollution. C'est le naufrage de la Moco Cadiz, Gérard. Ah voilà. Alors là, effectivement, il y a eu cette plus grosse pollution marine qu'on ait eue d'ailleurs. Encore aujourd'hui, ça reste la plus importante. À Port-Salle, en Bretagne, ce bateau qui a perdu son gouvernail et qui a dérivé à Port-Salle et qui a absolument rempli tout le port et les abers avec une marée noire gigantesque. Et là, je suis resté effectivement à Brest. On faisait des émissions spéciales avec Pierre Bellemare, etc. Mais je suis resté à Brest en faisant du reportage pendant quasiment un mois, tous les jours, à expliquer comment on pouvait s'en sortir, à travailler avec les gens qui dépolluaient la côte, etc. Et vous avez vécu l'explosion de la Moco Cadiz. Alors voilà, on a fait exploser à un moment, on a fait exploser le bateau pour que ça s'échappe d'un seul coup, parce que autrement ça aurait pu durer très 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 longtemps. Tous les jours il y avait du mazout qui partait. Donc il a été décidé d'essayer de faire ça en une fois. On pouvait pas faire autrement et il y a eu cette explosion. Et à l'époque on ne parlait pas de pollution. Ben, ça a été à l'occasion de la Moco Cadiz. Il y avait eu le Torrey Canyon sur les côtes un peu anglaises avant, mais c'était vraiment, on a commencé à prendre peur. On s'est dit vraiment, la pollution, ça peut être quelque chose de monstrueux, d'épouvantable. Alors il faut savoir qu'avec le temps, quand même, les choses s'arrangent et que maintenant, dans la coque de la Moco Cadiz, eh bien, il y a beaucoup de crabes, de homards, etc. Et c'est devenu un réceptacle pour les mammifères, les animaux, les crustacés. C'est autre chose. On va continuer à parler de vos passions avec une autre date et une autre passion, le 1er janvier 1980. A tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Fusy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Fusy, avec ce livre « Aller où personne ne va » du journalisme à l'aventure aux éditions d'Acre, où vous racontez votre parcours. Et votre parcours passe par une course, le Paris-Dakar. Et le 1er janvier 80, c'est important parce que le Paris-Dakar part justement de la planète Trocadéro, vous êtes là, et ça devient un événement, ce qui n'était pas le cas au début, Gérard Fusy. C'est-à-dire que le premier événement, ça a été 78, il y avait RTL avec Max Peignet qui essayait de faire des liaisons, etc. Ouais. Puis après, il y a eu 79, donc 80, effectivement. Ça n'intéressait personne à l'époque. Ça n'intéressait pas grand monde. Mais alors, je dois dire la vérité, je reconnais que c'est Catherine Dufresne qui partait pour Europe 1 et qui devait d'ailleurs faire des reportages. Elle avait un sponsor. Bon. Et il y a eu Bruno Dalle, qui était un des directeurs d'Europe 1, qui me dit écoute, comme elle ne va pas réussir à transmettre, il faut que tu te débrouilles pour faire un rendez-vous tous les jours, le soir à 22h sur Europe. Et effectivement, je dis ok, très bien. Et effectivement, Catherine, à l'époque, avec les moyens qu'on avait, elle ne pouvait pas transmettre facilement. Et j'ai fait un rendez-vous en restant à Paris. En faisant de l'information, en reprenant les papiers du Figaro. Il y avait Jean-Yves Donor du Figaro, il y avait François-Xavier Baudet de l'Équipe, il y avait Jean-Pierre Dufour de l'agence France Presse. Et puis, il y avait quelques éléments qui étaient fournis par Catherine et par Nicolas Hulot, pas longtemps, parce qu'il a fait des tonneaux. Et donc, ça s'est arrêté. Mais donc, je prenais quelques informations partout et je faisais un rendez-vous. Et ce rendez-vous, incroyablement, eh bien, tout le monde y était, quoi. Tous les gens non, les familles, bien sûr, les amis de ceux qui étaient partis, mais tous ceux qui rêvaient de partir un jour, parce que c'était le mois de janvier, on partait de Paris dans le froid et on arrivait à Dakar après une traversée héroïque. Donc, tout le monde en rêvait et ça a fonctionné de façon incroyable. Oui, et justement, petit à petit, la sauce est montée, ça a pris. Et il y a quelqu'un de très important qui est devenu un ami personnel, qui était Thierry Sabine, car il a été le seul à croire au départ au Paris-Dakar. Alors voilà, donc Thierry, il a appris, quand il était là-bas encore à Dakar, à l'arrivée de cette année 80, il a appris que sur Europe, tout le monde écoutait ce que je racontais, quoi, en fait. Et donc il m'a appelé, il m'a dit est-ce que vous pouvez venir à Dakar, je vous invite pour l'arrivée, etc. J'ai dit ben non, parce que si je suis à Dakar, je vais pas réussir à faire mon émission, donc je reste ici. Mais ensuite, on est devenus amis, il est venu me voir, et il m'a proposé de faire les reconnaissances avec lui. La reconnaissance de parcours, ce qu'il y a de plus passionnant, parce qu'on partait 4 à 6 semaines, je prenais toutes mes vacances là-dessus, et mes jours de récupération, et on partait dans le désert, on partait d'Algérie, et on cherchait la route du prochain Paris-Dakar. Et là, je suis devenu, effectivement, c'était mon meilleur ami à l'époque. Voilà. Mais trouver la route, c'était pas évident, il y avait plusieurs pistes qu'il fallait. Comment on choisissait? Alors là, c'était d'autant plus compliqué que Thierry, il faisait pas les choses pour que ce soit plus facile. Il avait la carte Michelin avec une définition rigoureuse
ridicule, quoi, en fait. Donc, on avait très peu d'informations et on partait, on se renseignait et on partait, on faisait une route et on s'apercevait que c'était pas possible. On rebroussait chemin, on repartait. On était à 2 voitures, 3 voitures dans le désert quand même par sécurité et sinon 2 voitures dans le reste de l'Afrique, dans le Sahel, etc. Et effectivement, c'était passionnant. Et en plus, Thierry, c'était aussi un vrai aventurier. L'aventure l'intéressait, le passionnait et l'amusait. Un jour, je vois sur la carte Michelin un village qui s'appelle Boum Boum en Haute-Volta, maintenant au Burkina Faso. Et je lui dis, c'est quand même incroyable, un village qui s'appelle Boum Boum. Il me dit, allez, on va aller voir. On a fait 400 km pour aller voir Boum Boum. Et à l'époque, les premiers Paris-Dakar, il y avait Jean-Louis Drone, qui était un membre du groupe Il était une fois. Et au départ, Thierry Sabine avait travaillé pour le groupe Il était une fois, car il vivait avec la fille d'un des directeurs de la maison de disques. Et il a été attaché de presse de J'ai encore rêvé d'elle. Et le groupe Il était une fois a failli faire le Paris-Dakar grâce à cette chanson. Eh oui, alors il faut dire que Thierry Sabine était exceptionnel parce que c'était, quand il était étudiant, c'était un petit peu le fils à papa, etc. Mais il avait une telle intelligence que, avec une base faible, il est devenu formidable, quoi. Alors, il faut savoir aussi que les voitures de reconnaissance étaient équipées de barrières de sécurité, Gérard Fusy. C'est-à-dire que vous risquez des accidents et c'est arrivé plusieurs fois. Ah oui, alors non, les arceaux, les choses comme ça, etc. Si on se retourne, effectivement. Ah oui, non, mais c'était des voitures qui étaient équipées course, de toute façon. Bien sûr. Ah oui. Donc avec des sièges baquets, avec des ceintures de sécurité façon hélicoptère, avec effectivement des arceaux pour que si la voiture se retourne, on ne soit pas écrasé sous le toit. Enfin voilà. Et il y avait même un jour la voiture a pris feu et vous étiez dedans. Ah oui, alors oui. Alors ça c'est incroyable. Lui, il avait une Peugeot d'Angèle. D'Angèle, c'était des mécaniciens de l'Est de la France qui étaient en train de concevoir, à partir d'une base de 504 Peugeot, une voiture tout-terrain. Que Peugeot, entre nous, aurait dû suivre tout de suite parce que les 4x4, ils y croyaient pas tellement. Ils ont eu tort parce que les Japonais y ont cru et ils ont fait leur preuve. Ah bon, très bien. Mais les ingénieurs français étaient assez arrogants et sûrs d'eux et ils pensaient pas que ça avait de l'avenir. Et donc, lui, il était parti avec cette d'Angèle qui était vraiment assez balbutiement et qui était pas très balèze, qui tenait pas. Et un jour, donc, il était en panne, je le remorque, moi j'avais un gros Mercedes 4x4, et je le remorque, et tout à coup j'entends, parce qu'on était en liaison radio entre nos voitures, et il me dit « Arrêtez-vous, tout de suite, sortez de la voiture !» On s'arrête, on sort de la voiture. Effectivement, la voiture commençait à brûler. C'était les cram-cram, c'est une herbe qui s'accroche au-dessous de la voiture, et qui chauffait par le moteur, par le pot d'échappement, s'était mis à flamber. Et Thierry, il est sorti à ce moment-là très vite de sa Peugeot, et avec l'extincteur, il a éteint, et on a pu réparer. Vous l'avez échappé belle. Alors, vous avez aussi croisé les participants prestigieux. Yann Arthus Bertrand a fait le Paris-Dakar, ce qu'on ne sait pas. Alors ça, c'était étonnant parce que à l'époque, lui, il était photographe animalier. Il a fait des trucs, il a fait un bouquin qui s'appelle Tendre tueur, c'est-à-dire que les animaux entre eux, oui, ils se mangent. Les plus forts mangent les moins bons quand ils sont carnivores. Et il a fait un bouquin fantastique et il était venu pour faire donc le reportage sur la reconnaissance. Donc il était venu, il était dans ma voiture, pas en copilote, mais en troisième homme, quoi, en fait. Et c'est là, moi j'ai passé un bon moment avec lui. Je raconte une histoire parce qu'il y avait mon copilote, en fait, c'était un Touareg qui savait s'orienter en regardant les étoiles. C'est-à-dire quand on roulait de nuit, il regardait pas la piste, il regardait en l'air pour orienter la voiture dans le désert. Bon, c'était un mec formidable qui s'appelait Mohamed. Et on arrive en Mauritanie. Et par le radio-téléphone, un peu comme sur les bateaux, il y avait le téléphone, ça passait par Paris Radio, c'était hyper dur d'avoir une liaison, mais on a une liaison, et Yann Arthus Bertrand apprend que sa femme vient d'accoucher. Et alors, il a accouché plus tôt que prévu, et donc il dit à Mohamed, j'ai un petit enfant, et Mohamed qui était plus jeune que Yann, mais qui avait toute la tradition orale des Touaregs. Il commence à lui dire, écoute, faut que je te parle maintenant, Yann, parce que tu es père, ça va changer ta vie. Tu vas plus regarder les enfants de la même façon. Quand tu vas traverser les villages en voiture, tu vas voir, tu vas rouler plus doucement parce que tu dis que toujours un enfant peut sortir de là, etc. Et il lui a fait tout un discours très paternel sur sa paternité. Et vous avez aussi assisté, Gérard Fusy, à une autre scène surréaliste. C'est Jackie X et Claude Brasseur en panne sur la route. Ah, ça, c'était fantastique. Parce que dans le Sahel, il y avait des pistes un peu partout. Les indications étaient quand même sommaires. Il y avait ce qu'on appelait un roadbook sur le Paris-Dakar qui donnait les indications pour que les concurrents se repèrent. Mais dans le Sahel, il y a des charrettes, il y a des pistes partout, il y a des voitures aussi quelquefois qui passent, et qui laissent des traces pendant très longtemps.
Et donc, il y a un moment où Claude Brasseur, qui était le copilote de Jackie X, s'y retrouvait pas. Et Jackie X, à un moment, il arrête la voiture et puis il dit, bon, écoute, tu me dis, on va à droite, on va à gauche, on va tout droit, tu me dis, mais moi j'en ai marre, on va pas tourner en rond comme ça pendant toute la journée. Et Claude Brasseur descend de la voiture, claque la portière et il tape des pieds dans les coloquintes, etc. Alors, Jackie X, voyant ça, il sort de la voiture aussi, il s'assoit sur le capot de la voiture, il s'adosse au pare-brise et il regarde Brasseur. Et à ce moment-là, des photographes arrivent. Et ils disent, des voitures de presse arrivent, ils disent, Jackie X, qu'est-ce qui se passe? Et alors Jackie X dit, j'attends l'acteur. C'est extraordinaire. Et moi, je me souviens d'un Paris-Dakar aussi, où on avait des informations sur Johnny qui était en larmes. En fait, il était dans le bivouac en larmes totales parce que Laetitia lui avait annoncé qu'elle partait. Et ça a gâché son Paris-Dakar. Ah, ça, je veux bien le croire. Ouais. Alors, la mort de Thierry Sabine, ça a été une chose épouvantable. Et finalement, il y a eu un match de football auquel il n'aurait jamais dû aller. Et vous auriez pu être à bord de cet hélicoptère, Gérard Oui, Fusy. alors, je suis pas le seul, à vrai dire. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on était à Gao, dont on parle beaucoup maintenant. Oui. Et Gao, il y avait un match de foot et le préfet lui avait demandé à Thierry de donner le signal du départ du match. Donc, et comme il y avait du retard, bon, en Afrique quand même, il a attendu. Et puis finalement, il a fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Et il y avait un endroit où on allait le soir et on pouvait pas y aller avec les avions parce que il y avait pas de piste à l'endroit à Gourmararos, pas de piste. Donc tout le monde, l'essentiel du rallye restait à Gao, sur Gao. Mais lui, Thierry, devait y aller effectivement parce qu'il y avait peu de monde d'ailleurs de l'organisation et donc en hélicoptère. Et quand il est parti, c'était déjà assez tard dans la soirée et il y a un vent de sable qui s'est levé. Et le vent de sable était tel qu'à un moment, ils se sont posés. Il était déjà tard. Ils ont attendu que le vent de sable se calme. Ils ont cru... Alors, oui, l'histoire, c'est qu'il m'avait demandé, comme il avait demandé à d'autres, d'ailleurs, il y a Poivre d'Avor qui était là aussi, etc., ceux qui voulaient venir avec lui, il restait une place dans l'avion, 2 places dans l'avion. Il restait dans l'hélicoptère, pardon. Il restait 2 places dans l'hélicoptère. Il avait demandé à pas mal de gens s'ils voulaient venir avec lui. Moi, j'avais dit, je peux pas, puisque ma mission, elle est d'être ici pour transmettre, etc. Et c'est comme ça que Balavoine est parti avec lui. Parce que Balavoine n'avait jamais fait d'hélicoptère. Il a dit, ce sera ton baptême. Eh ben, c'est réussi. Ainsi que Nathalie Audan, qui était une journaliste du Journal du Dimanche, et qui, pareil, elle avait pas besoin de transmettre très vite, donc il est monté avec lui. L'hélicoptère est parti, tard, vent de sable, la nuit tombe, tout doucement, mais ils se disent, bon ben, où on part maintenant, où on passe la nuit ici. Et ils se sont dit, oh, ça a l'air de se calmer. Ils sont partis. Et malheureusement, ils ont suivi les phares de voiture pour s'orienter, des phares de voiture du rallye, pour s'orienter dans la bonne direction. Mais ils n'ont pas vu que les voitures montaient. Et en fait, les voitures montaient, ça se voyait pas d'hélicoptère. Il n'y avait pas cette dimension. Et ils ont heurté le sol. Hélas. Alors, on a parlé du Paris-Dakar, mais la mer aussi, vous avez un autre souvenir, un souvenir que Guy Béard a chanté. Qui perd la boussole, entre-temps, ramé d'Aboville. Entre-temps, ramé d'Aboville. Car Gérard d'Aboville a traversé l'Atlantique en solitaire à la rame. Et le premier interview, d'ailleurs, il dit qu'il a été victime d'un coup de fusil dans une conférence de presse. C'est vous, Gérard Fusy. Oui, alors il a traversé une première fois, il a traversé l'Atlantique. Bon, là, il avait déjà son homme d'affaires avait proposé aux médias de payer pour couvrir. Moi, j'avais refusé. C'était Boujotte qui était le patron à l'époque. Il m'avait suivi. Il m'avait dit, mais dans ce cas-là, ouais, tu vas et tu essayes d'avoir le scoop. Et effectivement, on y est allé avec un copain photographe de l'agence Sigma, Henri Bureau. Et ils avaient signé avec France Inter. Et France Inter, ils avaient loué un bateau qui marchait pas bien, un 50, c'est-à-dire à moitié moteur, à moitié voile. Donc les marins disent un 50, c'est un mauvais bateau à moteur, un mauvais bateau à voile. Bon. Et nous, on a loué au Conquet, donc à côté de Brest, on a loué un bateau de pêcheurs, de jeunes marins, qui voulaient pas sortir. Personne ne sortait parce qu'il y avait Force 7, c'était énorme. Mais eux, ils avaient besoin d'argent. Et donc, on avait à l'époque 400 000 francs en francs français. Et donc, à leur donner pour faire la sortie, quoi, par jour. Aujourd'hui, ça ferait quoi? Ça ferait, allez, je dirais 800 €, quoi. Ouais. Hein, bon. Et donc, les mecs sont sortis avec nous. Et alors, on est en mer, ça déferle dans tous les sens. Tout le monde est malade à bord. Moi, j'ai la chance de pas être malade. Et
tout le monde était malade, et j'entends un moment dans la radio, bon, bah, salut Daboville, alors bonne mer, bonne nuit, etc. Et là, je prends mon truc, je dis, quel est le bateau qui vient d'entrer en contact avec Daboville? Je répète 3 fois, 4 fois. Ce n'est pas un bateau, c'est un aéronef de la Marine nationale. Bon. Et là, je dis, nous, on est le bateau des journalistes qui allons à la rencontre. Pas plus d'informations. Et il me donne la position de Daboville. Donc, on fait l'interview. Et Daboville, beau joueur, me dit, bon, ben, on a joué, vous avez gagné, et il fait l'interview, tout se passe bien. Je suis copain avec Daboville, on se revoit pendant des années, il dit, je ferai plus jamais ça, c'est de la folie. Et il décide de refaire la même chose sur le Pacifique en partant du Japon. Et là, pareil, son homme d'affaires, à nouveau, là, c'est Jean-Pierre Joulin qui était le patron d'Europe 1. Il me dit, ils veulent nous vendre le truc, etc. Je vais leur donner, ils ont besoin d'argent, etc. Il leur donne, il dit, bon, ben, il dit OK. Il leur demande un fax. Et avec le fax, ils disent, il y a Europe à France Info. Il y a Europe qui est d'accord pour nous donner tant. Est-ce que vous donnez plus? Et Joulin l'a appris. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais je simplifie. Et il me dit, c'est vraiment des enfoirés. Alors, le fric que je voulais leur donner, tu le prends, tu le dépenses si tu veux, mais tu les baises. Voilà. Alors j'ai dit, d'accord, je les baise. Et on est parti. Et effectivement, on a répété le truc. On a loué, alors là, c'était sur la côte pacifique donc des États-Unis, pour l'arrivée de Daboville. On a loué, avec un de mes copains photographes, qui s'appelait Gilles Klein, on a loué un bateau et on a réussi à faire le scoop une nouvelle fois contre ceux qui avaient payé. Voilà. J'étais heureux. Vous avez de quoi être heureux. Et nous, on est heureux de vous recevoir et d'évoquer une date importante pour vous, le 15 mars 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Gérard Fusy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gérard Fusy. Donc, le 15 mars 2022 est sorti ce livre, Aller où personne ne va, du journalisme à l'aventure, aux éditions d'Acre. Alors, Aller où personne ne va, ça fait penser à la quête de Jacques Brel. Oui. C'est une phrase de la chanson. Oui, bien sûr, oui. Pourquoi ce livre aujourd'hui? Pourquoi l'avoir écrit, Gérard Fusy? D'abord, j'ai toujours aimé écrire et donc j'avais depuis longtemps l'intention de faire quelque chose. Et puis en plus, j'ai des enfants qui sont jeunes et qui n'ont pas connu une partie de ma vie. Donc je me disais, je vais leur raconter ça. Et aussi, j'avais des tas de copains à qui je racontais des histoires. Qui disaient, tu devrais faire un livre, etc. Bon, donc je me suis dit, je vais l'écrire. Et j'aime écrire. Et je trouve que quand on se met devant la page blanche, eh bien, même quand on ne sait pas exactement où on va aller, il y a des choses qui viennent, la concentration fait que ça sort, et j'adore ça, j'adore ce sentiment de créer quelque chose. Et vous avez été aussi un pionnier du goût de l'aventure, parce que avant toutes celles qu'on voit aujourd'hui, vous les avez vécues, Gérard Fusy. Bah oui. Oui, c'est vrai qu'il y a eu les raids gauloises, effectivement. On va en parler, bien sûr. Bon. Mais vous êtes arrivé à une époque où on ne parlait pas de sponsoring, c'était pas courant. Et justement, vous avez imaginé un raid avec des épreuves qui est devenu le raid gauloise en allant voir la CETA à l'époque où le tabac n'était pas interdit. Absolument. Alors, ce qui se passait, en fait, on était à une époque, dans les années, fin des années 80, où le rêve d'évasion était important. On était, même si la vie n'a jamais été facile pour tout le monde, mais il y avait quand même un certain confort, il n'y avait pas d'angoisse guerrière comme on a en ce moment, etc. Et beaucoup de gens, de jeunes, avaient envie de vivre quelque chose d'exceptionnel. Ce qui fait qu'il y avait un goût de l'aventure, sportive ou pas, mais plutôt sportive, parce que c'est quand on se met vraiment dans des difficultés physiques qu'on se révèle. Hein. Donc, il y avait un goût pour ça. Et donc, moi, je me suis dit, bon bien, après tout, il existe des aventures pour les marins, il y en a pour les gens en automobile. Pourquoi est-ce que les gens qui sont simplement des montagnards ou des bons sportifs qui savent un peu tout faire? Moi, je suis l'honnête homme du XVIIe siècle, je l'aime beaucoup, quoi. Hein, c'est celui qui sait faire un peu tout, quoi, en fait, et qui est en même temps un poète et un bretteur. Donc, je me suis dit, il faut créer quelque chose pour ces gens-là. Et donc, vous avez créé des épreuves et il a fallu trouver des sponsors. Et vous êtes allé voir, donc, parce que le tabac à l'époque, les circuits automobiles, c'était les cigarettes, c'était tout ce qu'on imagine. C'est-à-dire que mon idée, c'était de faire quelque chose, de faire partir des gens en équipe, comme une famille, des Alakalouf, c'était les tribus qui fuyaient devant la civilisation colombienne en Amérique du Sud, etc. De faire partir des gens en équipe, dans des conditions impossibles, en autonomie, et en utilisant les moyens de déplacement qu'on trouvait sur place, alors des barques, des chevaux, etc. Et donc j'ai eu cette idée que j'ai appelée d'abord l'authentique aventure, et je cherchais des sponsors.
Et là, effectivement, des filles de la régie d'Europe 1 m'ont dit, il y a la CETA qui pourrait être intéressée parce qu'ils ont sorti des affiches avec des gens qui ont l'air d'un autre monde et il n'y a pas de contenu. Et donc, c'est comme ça que j'ai été les voir pour leur dire, tiens, voilà, je vous propose une belle aventure. Voilà. Le raid gauloise, et d'ailleurs, à cette époque-là, il y avait Yves Simon qui avait chanté les Gauloises bleues. Oh, Ah oui. les beaux jours. Il faut savoir que les Gauloises, ça a commencé, ça s'appelait au départ les Hongroises en 1876. En 1910, elles sont devenues les Gauloises. Le casque est arrivé en 1925 et ensuite en 1935, eh bien, les troupes ont eu droit à un paquet de Gauloises spéciales. Oui, oui, les troupes. Les troupes. Oui. Alors, donc, vous êtes arrivé là-dedans. Bon, alors, il a fallu négocier un contrat parce que naturellement, vous étiez le petit nouveau qui débarquait dans une grande entreprise. Voilà, c'était un peu compliqué parce que bon, j'avais une bonne idée, j'avais un peu le savoir-faire que j'avais vu à travers mes reportages. J'avais été aussi bien aux Jeux Olympiques que sur le Tour de France, que sur d'autres manifestations. Donc j'avais vu un peu ce que c'était que l'organisation et ça me plaisait beaucoup. Et donc je suis allé proposer cette idée à des gens qui appartenaient à la CETA. Donc c'était en 88 et il faut savoir que la loi Evin qui interdisait la publicité sur le tabac, elle date de 92. Hein. Oui. Donc il faut être précis. Et donc voilà. Donc bon, et puis ces gens-là évidemment se sont dit ah c'est pas mal, etc. Mais ils pensaient s'emparer du truc et pas forcément me laisser aux manettes quoi. En Oui. fait. Donc j'ai commencé à me dire, tiens, c'est compliqué, mais j'ai résisté, j'ai fait de la résistance quand même. J'ai fait un contrat, un bon contrat finalement. Voilà. Et il fallait aussi des champions parce qu'il fallait des noms prestigieux. Oui. Et le premier qui vous a dit oui et qui vous a suivi, Gérard Fusy, c'est Patrick Tambay, champion automobile. Ah voilà. Alors Patrick Tambay que j'avais connu sur le Paris-Dakar. Et donc Tambay qui était il avait été champion de France junior de ski, c'était un vrai sportif quoi. C'est-à-dire, le ski l'avait aidé à faire de l'automobile. Voilà. Donc, parce que l'originalité sur le Gauloise, c'est que c'était des équipes de 5 et il fallait absolument que tous soient vraiment polyvalents et forts, résistants. Parce qu'il y avait plusieurs épreuves. Et vivre de façon rustique. C'était un non-stop, c'était un cheminement. Donc le premier, c'était en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Sud de Nouvelle-Zélande, c'était 700 km non-stop, avec juste des points de ravitaillement et des points où on changeait de moyens de progression. On passait du raft au kayak, du kayak à cheval, voilà, donc puis à l'alpinisme, puis etc. Donc c'était vraiment la vie rustique. Et donc ça a marché. Et vous aviez aussi dans ses débuts des équipes du RAID et du GIGN dont on ne parlait pas à l'époque, Gérard Fusy. Alors oui, effectivement, le GIGN, c'était une élite, le RAID aussi. Et j'ai eu la chance, d'abord en Nouvelle-Zélande, il y a eu le GIGN. Et ensuite, au Costa Rica, l'année suivante, il y a eu le RAID. Et il y a eu une bagarre entre les deux entités qui a été d'ailleurs bien racontée dans le Figaro magazine et qui a fait monter l'épreuve énormément, c'est vrai. Et je suis resté très ami d'ailleurs avec beaucoup de gens du RAID et du GIGN, des gens d'exception. Et figurez-vous que mon éditeur, je l'ai trouvé grâce à un ancien du GIGN qui lui-même, après avoir quitté le GIGN, est devenu un auteur et qui écrit des livres. Mais c'était étonnant, le RAID et le GIGN dans une épreuve sportive, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de drames qu'aujourd'hui. Ah oui, mais c'était des groupes qui étaient hyper entraînés et il y avait quand même, c'était quand même l'époque où il y avait pas mal de prises d'otages dans les banques. Oui. D'ailleurs, j'en ai couvert pas mal. Et donc, ces groupes-là étaient destinés à réussir à la fois à négocier et à réduire effectivement les gens qui prenaient des otages ou qui étaient dangereux effectivement pour la population parce qu'ils étaient hyper armés, etc. Et c'était intéressant parce qu'ils avaient un super entraînement physique et un super entraînement mental. Et il y avait quelqu'un aussi qui n'est plus parmi nous, hélas, qui est Bernard Giraudot, qui a participé au raid de Gérard Fusy. Formidable, Bernard Giraudot, fantastique, parce que un jour, je reçois un coup de fil et Bernard Giraudot me dit qu'il veut participer. Il m'invite à dîner avec son épouse Annie Dupéret à l'époque. Et moi, j'étais hyper content parce que Giraudot fait partie des gens qui, pour moi, sont ces hommes complets dont je parle. C'est à la fois intellectuel, cultivé, écrivain, assez poète, et en même temps physique, sachant tout faire. Et moi, pour moi, c'était un type, et la suite l'a confirmé, c'est ce genre de personnage que je trouve très intéressant.
Et puis vous êtes tombé sur l'administration, notamment la télévision, parce qu'il fallait filmer au départ les épreuves, et vous êtes tombé sur des gens de télévision qui considéraient que il y a des horaires, des plages et du matériel. Oui, là j'ai eu la dent un peu dure, je crois, dans le livre, mais c'était mérité parce qu'effectivement, par la CETA m'avait imposé une équipe de télévision à l'époque, c'était effectivement l'ORTF était une grande maison, il y avait la SFP, qui faisait une des sociétés de l'ORTF, et on m'a filé une équipe de... je dirais pas des bras cassés, mais pas des gens qui étaient dans le même esprit que nous. Et c'était vraiment... apporté, c'était vraiment le plomb, quoi, en fait. Ouais, il y avait des grosses caméras, une journée de tournage, des heures de repas, le besoin de confort. Alors que nous, on vivait sans tout ça, quoi, effectivement. Et il n'y avait pas de téléphone portable pour filmer. Alors là, non, absolument. Et puis vous avez découvert une autre chose au fil de vos randonnées, de vos raids, de Gérard Fusy, ce sont les pots de vin. Car c'est incroyable le nombre de pots de vin auxquels vous avez presque dû souscrire. Ah oui, alors j'ai résisté. Et l'une de mes fiertés, c'est de ne jamais avoir versé de pot de vin. Jamais de pot de vin. Mais j'ai parfois été victime. Oui. On vous en a réclamé beaucoup. On m'en a réclamé beaucoup. Et en fait, je me suis aperçu que ceux qui versaient des pots de vin, parce qu'ensuite, quand j'ai quitté l'organisation, etc., il y en a eu d'autres, eux, ils versaient des pots de vin. Mais vous savez, les pots de vin, et ça, faut bien le retenir, c'est pas forcément les gens qui le demandent qui les touchent. C'est-à-dire que c'est les gens qui les donnent, qui en prennent une grosse partie au passage. Et donc, il y a des gens que ça arrange de donner des pots de vin parce qu'ils donnent la valeur d'un briquet et ils prennent, eux, la valeur d'une voiture. Oui. Mais en fait, ces pots de vin, c'est parce que pour franchir des frontières, pour aller quelque part, il y avait toujours un fonctionnaire qui vous réclamait de l'argent parce que vos papiers n'étaient pas en règle. Voilà. Mais si vous travaillez bien, vous ne donnez pas prise au pot de vin. Moins prise au pot de vin. Donc vous pouvez davantage résister. Si vous n'avez pas fait le travail comme il faut, c'est plus compliqué. Et je crois qu'on peut presque toujours éviter les pots de vin. Oui, mais il y a un ministre même qui a essayé de vous soudoyer. Ah oui, enfin, effectivement, ça c'était... c'est un peu dommage, mais il a été puni, oui. Parce que moi j'ai beaucoup travaillé avec le sultanat d'Oman et j'aime beaucoup les Omanais, ils ont été hyper corrects, sauf effectivement, il y avait un ministre qui a essayé de prendre au passage ce qu'il pouvait prendre. Il n'y est pas arrivé. Et ensuite, ça s'est su quand même, pas que ça, il y a eu d'autres histoires, et il s'est retrouvé en résidence forcée dans le désert, et il y a passé un bon bout de temps. Voilà, le sultanat d'Oman, personne ne le connaissait à l'époque, et grâce à vous, Gérard Fusy, tout le monde le connaît. Ça, je dois dire que c'est une de mes fiertés, parce que c'est l'Arabie, la belle Arabie, l'Arabie raffinée, l'Arabie heureuse, une Arabie où il y a une tradition, où il y a une culture, etc. Et j'adore ce pays, j'ai adoré ce pays. Mais quand on y est allé au départ, c'est un pays qui était très fermé. On ne pouvait pas avoir un visa pour plus de 3 semaines, on ne pouvait pas le renouveler facilement, etc. Et nous, on a, avec d'ailleurs des gens de ce pays qui avaient compris que le sultan de Qaboos, le patron donc du sultanat d'Oman, qui était le fils il a pris la place de son père, qui lui était vraiment très fermé. Et lui, il a ouvert son pays. On a apporté notre pierre à cette ouverture du pays. Et j'espère qu'il va rester comme il est, ce pays, parce que c'est un beau pays. Et il y a des images qui ont circulé et qui continuent à circuler sur Internet dans le monde entier. C'est celle d'un cheval élytreuillé pendant une épreuve, Gérard Fusy. Alors, ça, c'était au sultanat d'Oman. Alors, le bon côté des Omanais, c'est que c'est tout ce que j'ai dit. Et bon, le côté parfois un peu dangereux, c'est qu'ils ont la fierté. On est chez eux. Et donc, ils m'avaient dit, bon, les chameaux, vous vous en occupez pas, c'est nous. Mais bon, ils s'en occupaient pas de notre façon. Et les chevaux, c'est nous aussi. Alors les chevaux, ils avaient les chevaux de la Royal Oman Police, qui étaient des chevaux qui étaient nourris à l'avoine, soignés dans des étables avec air conditionné, en pleine forme, etc. Mais comme on était beaucoup trop nombreux, il n'y avait pas tous les chevaux qu'il fallait. Et ils ont donc, comme il n'y avait pas les chevaux qui m'avaient promis les chevaux, ils sont allés voir les fermiers qui avaient des chevaux et tout. Alors là, on a eu des chevaux qui n'étaient pas entraînés. Et un de ces chevaux, eh bien, au milieu du parcours, il avait le poil complètement collé, il était transpirant, et il était en très mauvais état. Et on s'est dit, mais comment faire pour le sortir de là? Et donc, effectivement, avec le vétérinaire, avec les guides de haute montagne, on l'a harnaché avec des sangles,
et on l'a soulevé en hélicoptère pour l'emmener dans un endroit à l'ombre où il y avait de l'eau, etc. Et on a sauvé ce cheval et ça a fait le tour du monde, effectivement. Le cheval qui monte dans les airs sous l'hélicoptère, c'était fantastique. Il y a autre chose qui a fait le tour du monde, c'est qu'aujourd'hui à la télévision on voit Koh-Lanta, qui est une fille de Survivor, et finalement Survivor, finalement l'idée est née grâce à vous, Gérard Fusy. Alors, je dirais pas que c'est venu grâce à moi. En fait, il y a l'Américain qui a racheté à un Anglais les droits de Survivor pour le monde entier. Il est venu sur le Raid Gauloise et il m'a racheté le droit de faire la même épreuve, le même genre d'épreuve qui s'appelait l'Eco Challenge aux États-Unis. Il a fait ça pendant 2-3 ans avec une chaîne de télé américaine. J'avais fait en sorte qu'il ne puisse pas aller ailleurs. Je me gardais le monde entier, sauf les États-Unis et le Canada. Et en fait, ce garçon qui était très inspiré, il avait de bonnes idées. Bon, ouais. Le mot dollar revenait toutes les 5 secondes dans sa bouche. Mais voilà, il a monté le Survivor aux États-Unis et il l'a vendu dans le monde entier. Et il a fait ce qui en France s'appelle Koh-Lanta, c'était Survivor. Alors, quelquefois, on me dit « Ah oui, c'est l'aventure, etc. » Bon, je connais bien Denis Brognard, qui est un ami, qui est un type que j'aime beaucoup, et j'aime bien l'équipe qui fait Survivor. Mais, Koh-Lanta, c'est pas la même chose. C'est une aventure différente. L'esprit n'est pas du tout le même. Nous, c'était un esprit d'entraide. Les équipes, elles avançaient. Quand il y avait quelqu'un qui allait mal dans une autre équipe, pour les aider, etc. Le but, c'était d'y aller, quoi. Même si on voulait gagner. Koh-Lanta, malheureusement, dans mon esprit, à moi, ça correspond pas parce que la récompense va à celui qui est le plus salaud, quoi. Le plus enfoiré, c'est lui qui gagne, quoi. Non, effectivement, l'esprit d'entraide, il est dans ce livre et je recommande à celles et ceux qui nous écoutent de lire avec passion, de vivre une véritable aventure en le lisant. Ça s'appelle « Aller où personne ne va », du journalisme à l'aventure, chez Dacre. Merci Gérard Fusy d'avoir écrit et continuez à vivre d'autres aventures, j'espère. Merci Jacques, parce que c'est un vrai plaisir de faire une émission avec vous, que je connais depuis longtemps. Et effectivement, il y a des projets qui sont pas tout à fait dans l'aventure, mais qui sont quand même bien dans la nature et dans l'esprit. J'espère qu'ils aboutiront et qu'on se reverra à ce moment-là. Je vous le souhaite. Merci en tout cas. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.